Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez mangé votre crapaud quotidien, que vous avez fait ce truc difficile, challengeant, motivant, qui va vous permettre de démarrer la journée en fanfare et puis surtout de tenir les objectifs que vous vous êtes fixés, d'avancer, de faire un petit pas chaque jour, c'est rien du tout, mais ça a l'air de rien du tout, mais c'est super important. Donc, je continue à vous offrir les chapitres de mon nouveau roman Les Comploteuses que vous pouvez retrouver sur les plateformes Amazon et Kobo en version numérique. La version papier est en préparation. Dès qu'elle sera disponible, eh bien, je vous le ferai savoir. Donc, je vous invite à découvrir mon roman, à le lire, à me laisser des commentaires et des étoiles pour dire si vous avez aimé un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout. C'est parti pour le 7e chapitre. Ça s'appelle La vieille Padawan. Ariane quitta l'appartement de Sandrine avec une attestation toute neuve. Elle avait coché la case 1, déplacement entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou un établissement d'enseignement ou de formation, déplacement ne pouvant être différé, déplacement pour un concours ou un examen. Elle jeta un coup d'œil au titre en haut de la feuille, attestation de déplacement dérogatoire. Il s'était mis à combien pour pondre cette pépite ? Depuis son imposition, jusqu'ici, elle l'avait eue sur elle, religieusement remplie. Et il avait fallu qu'elle soit contrôlée le jour où elle l'avait oubliée. La poisse. Il n'était pas tard, 21h10, mais la nuit était tombée. C'était étrange de se trouver dans la rue à cette heure. De confinement en couvre-feu, elle s'était déshabituée à déambuler dans les rues le soir. On ne pouvait pas dire que les gens du coin respectaient la loi. D'ailleurs, il fallait bien reconnaître que ce deuxième confinement n'avait rien à voir avec le premier. On ne se sentait pas oppressé de la même façon, même si le sentiment d'oppression était bien réel. Métro, boulot, dodo, consommation sur Internet et dans les magasins d'alimentation. Quelle drôle de vie! Ariane rajusta son masque et allongea le pas. Elle avait hâte de se retrouver chez elle. La ligne 13 était bondée. À croire que tout le monde finissait de travailler tard et avait des raisons de rejoindre son domicile à cette heure-ci. Elle avait entendu parler d'eux, mais ne les avait pas encore vus. Les médias les qualifiaient de groupuscules d'extrême droite anti-masques. Son fils, Niels, lui en avait touché 2 mots admiratifs. Petite fille, elle avait regardé le dessin animé Nils Holgersson, tiré du livre de Selma Lagerlöf, Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède, et était tombée amoureuse de ce prénom. Elle s'était promis que si elle avait un fils, elle l'appellerait Nils, car il serait probablement, comme le héros du livre, taquin et agité. Son mari n'avait pas eu son mot à dire, même s'il avait argué, avec un grand rire, qu'un prénom suédois pour un métis avec du sang blanc, noir et peut-être amérindien dans les veines n'était pas l'idéal. Son Nils à elle était plutôt réservé. Enfant et adolescent, il avait été un lecteur compulsif de romans de fantasy. Adulte, il lisait encore beaucoup, mais passait un temps fou sur les réseaux sociaux à regarder des vidéos. Il lui faisait des comptes rendus de l'actualité telle qu'il la percevait, au travers d'un prisme particulier. Il avait un avis sur la situation du pays qui leur occasionnait des prises de bec. Même s'il se pliait aux mesures gouvernementales, il tenait un discours indiquant qu'il ne croyait qu'à demi à l'existence du virus. Et si, contrairement à Sandrine, il respectait ce qui était, entre guillemets, imposé par ce gouvernement de corrompus, c'était uniquement, disait-il, pour éviter de se prendre une prune. Il lui avait donc parlé de ces gens qui se déplaçaient par groupes de 3 ou 4 dans le métro en expliquant à qui voulait les entendre que le masque était inutile, qu'il symbolisait l'oppression, la soumission au mal à l'aube de l'apocalypse, que c'était un signe avant-coureur de la marque de la bête. Ils étaient 3 et ils lui firent penser à ces témoins de Jéhovah, souvent par 2, eux, à la sortie du métro, avec leurs chevalets et leurs brochures, plutôt silencieux, contrairement à ceux-là qui parlaient haut et fort,
bien décidée à se faire entendre. Décidément, c'est ma soirée, se dit Ariane. Ils étaient courageux quand même. À leur place, elle aurait eu peur. Tant de gens étaient terrifiés par la maladie. Des morts du Covid, il y en avait eu et il y en avait encore. Il y avait des endeuillés dans la population française et des tas de gens comme Ariane savaient que le gouvernement gérait comme il pouvait cette crise dramatique. Syndrome de Stockholm, rétorquait son fils. Devant ses sourcils interrogateurs, il avait expliqué. Les victimes d'une prise d'otage défendent leurs ravisseurs quand ils les ont traités correctement. Là, c'est un peu pareil. Tu ne vois pas les mauvais côtés des politiques. Tu regardes par le petit bout de la lorgnette et tu ne te dis même pas qu'ils ont peut-être des conflits d'intérêts qui justifient leur positionnement. Ils nous retiennent en otage avec leur confinement et leur couvre-feu qui ne servent à rien. Et toi, tu leur dis merci et tu en redemandes. Syndrome de Stockholm. Ariane avait compris au fil des journaux télévisés qu'elle croisait sur les chaînes mainstream, c'était ainsi que Nils s'appelait les chaînes de télévision officielles, ce qui dans sa bouche signifiait qu'elle ne délivrait que de la propagande. Elle avait compris donc qu'elle avait élevé un comploteur. Oui, Nils était persuadé qu'il y avait un projet derrière tout ce qui était décidé, toutes les incohérences et les absurdités, et il parlait de pandémie. Selon lui, tout était provoqué, voulu, entretenu. Elle refusait de le suivre sur ce chemin-là, tout comme elle avait refusé de suivre Sandrine dans son délire. Avec cette dernière, cela s'était fait de manière violente. Avec Nils, leurs échanges musclés demeuraient désormais à l'extrême limite de la taquinerie agaçante. Durant le confinement, ils avaient eu des discussions si vives qu'ils avaient été à deux doigts de ne plus vouloir s'adresser la parole. Et il ne fallait pas compter sur Romain, le mari de l'une et le père de l'autre, pour jouer les arbitres. Il s'en lavait les mains en se servant une bière. Sa formule dans ces moments-là était « Je mise sur toi, ma chérie ». Sa chérie lui lançait un regard courroucé et son fils un regard méprisant. Indifférent à ce flot de haine imméritée, en sifflotant, Romain se rendait sur le balcon pour profiter du soleil. Nils insistait sur un point lorsqu'ils se retrouvaient l'un et l'autre à bout d'arguments. Il respirait à fond et expliquait que les manœuvres d'ingénierie sociale du gouvernement visaient à diviser au sein même des familles. Et il était hors de question que le gouvernement, il séparait bien la dernière syllabe des trois premières, gagne. Sa mère levait les yeux au ciel tandis qu'il mettait ainsi de l'eau dans son vin. Petit à petit, il était parvenu à ne plus pénétrer dans l'arène de la discorde, mais s'il jouait la carte de l'apaisement, il n'en conservait pas moins sa propre opinion. « À bas les masques » chantait le trio sur l'air de « Au bal masqué » de la compagnie créole. Et, tout en chantant, ils avançaient sur le quai en tapant des mains. Ariane se demanda combien d'amendes plus que méritées ils avaient chopées et combien de bagarres ils avaient provoquées. « À bas les masques, à bas, à bas, à bas » À la façon des mendiants avançant dans les rames racontant leur vie et en réclamant de l'argent, eux marchaient en reprenant l'historique de l'usage des masques en France depuis le début de la crise. Ils jouaient une pièce de théâtre au texte maîtrisé, appris par cœur. Ils portaient des masques hyper réalistes. L'un représentait le visage d'Emmanuel Macron, le second celui d'Agnès Buzyn, et le dernier celui d'Olivier Véran. Donc ces gens étaient masqués, certes, mais pas de manière réglementaire. Et auprès de la police, cela ne passait pas. Le 13 janvier 2019, j'ai interdit la vente libre de l'hydroxychloroquine pour le bien des Français, car c'était une substance vénéneuse qui s'ignorait, dit la personne sous le masque d'Agnès. Nous sommes en guerre contre le virus, nous sommes en guerre, 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 affirma cérémonieusement le faux Emmanuel. Il n'y a pas de traitement, Didier Raoult est un charlatan, je suis meilleur médecin que lui. L'étude du Lancet avait raison, son traitement est nul, restez chez vous, prenez du Doliprane en attendant d'étouffer et de crever, dit le troisième personnage. Ils arrachèrent leur masque. Il y en avait un autre, dessous, celui du milliardaire philanthrope, Bill Gates, reconnu Ariane qui faillit rater sa station. Ayez confiance. Croyez en moi, prenez mon vaccin à ARN messager et vous vivrez. Grâce à moi, vous survivrez au Covid-19. Ils partirent tous les trois d'un rire sardonique qui fit frissonner Ariane. Elle descendit de la rame à la dernière seconde, observant la réaction des gens, tentant de deviner les pensées que véhiculaient les regards au-dessus des rectangles de tissu. Il y avait eu quelques applaudissements, des rires, mais elle avait eu l'impression que c'était la stupéfaction qui régnait comme face à un tabou transgressé. Combien de personnes se masquaient non pas parce qu'elles croyaient à l'efficacité de ce dispositif médical, mais pour ne pas faire de vagues, ou juste pour ne pas être délesté de 135 €.
Combien de gens l'auraient enlevé dans l'instant si les membres du conseil scientifique leur avaient soudain dit qu'il ne servait à rien? Dans son quartier, elle n'avait jamais croisé de policier. De toute façon, ce n'était pas la menace de la sanction qui lui faisait porter son masque. Jamais sous le nez, jamais sous le menton, bien positionné et jamais manipulé inutilement. Elle n'avait pas applaudi les soignants à 20h tous les soirs du premier confinement pour maintenant se moquer d'eux en mettant les autres et elle-même en danger. Cette Sandrine avait eu raison d'elle par surprise, mais elle continuait à penser que son comportement était irresponsable, tout comme les prises de position de son comploteur de fils. Sandrine avait soutenu que, si l'on n'avait pas de symptômes, on n'était pas malade, qu'il fallait arrêter de psychoter pour une maladie à laquelle plus de 99% de la population mondiale avait survécu. Arrêter de psychoter, c'était bien ce qu'elle avait dit, et cela lui avait rappelé ces conversations qu'elle n'avait plus que très rarement avec Niels, afin d'éviter le pugilat verbal. Il habitait encore chez ses parents alors que sa sœur avait pris son envol à 22 ans. Lui, à 27 ans, faisait encore partie des meubles. L'hydroxychloroquine. La fameuse molécule miracle du druide marseillais avait mis le feu aux poudres entre eux quand ils avaient été assignés à résidence. Niels s'était pris de passion pour celui qu'elle appelait le gourou. Comme si, s'il y avait eu un traitement, le ministre de la Santé ne se serait pas jeté dessus. Au moment de ce confinement sévère, il n'avait le droit de sortir qu'1 heure par jour pour s'aérer, avoir un semblant d'activité sportive ou pour faire les courses. Heureusement, il vivait dans un appartement de 4 pièces, suffisamment spacieux pour que chacun puisse mener sa vie sans se cogner aux autres. Même s'ils avaient affronté de lourdes tensions, les liens familiaux y avaient résisté. S'ils avaient été petitement logés, comment s'en seraient-ils sortis sans devenir fous, sans s'entretuer? Ils étaient chanceux par rapport à tant d'autres qui avaient vécu le confinement comme une prison et n'avaient pu faire autrement que de le transgresser, sans parler des femmes et des enfants battus, des victimes d'abus sexuels incestueux, qui avaient vu le piège familial se refermer sur eux, au bonheur des agresseurs. Plus le temps passait et plus Ariane s'inquiétait pour Niels. Il n'avait pas cessé de travailler, son job étant considéré comme essentiel. Et le reste du temps, il était sur les réseaux pour, disait-il, comprendre ce qui se passait, parce que quelque chose n'allait pas dans tout cela. Quelque chose clochait. Quand Didier Raoult, le professeur marseillais aux longs cheveux, avait commencé à être médiatisé, Niels avait basculé. Il avait remis en doute la parole gouvernementale, le confinement, ce qu'il appelait au départ l'incurie des politiques, était devenu une théorie du complot. Pour lui, toute cette catastrophe était voulue, orchestrée, programmée. Une minuscule partie de la population voulait réduire à néant la majorité, tuer le plus grand nombre et faire du reste des esclaves, mettre en place un contrôle total et absolu des faits et gestes de chacun et lobotomiser les cerveaux au point de leur faire croire que 2 et 2 font 5, comme dans le roman de George Orwell, 1984. Au sommet demeurerait l'élite, et au-dessous, ceux qui ne sont rien, comme disait le président actuel, les sans-dents, comme les appelait le président précédent. Un confinement étendu à l'humanité entière, c'était inédit, et ce n'était qu'une étape dans le plan. Le déni des observations du professeur Raoult faisait partie du plan. Le médecin au look sur lequel les médias s'attardaient afin de le décrédibiliser constituait le caillou dans la chaussure du nouvel ordre mondial, la mouche du coche, le grain de sable qui faisait grincer la machine et la ralentissait. À un moment durant les mois de mars et d'avril 2020, on aurait dit que Niels n'avait que le mot hydroxychloroquine à la bouche, ce traitement miracle selon lui que le gouvernement refusait de délivrer aux malades. Et Ariane n'avait plus supporté de l'entendre prendre le parti d'un seul face à une majorité qui, selon elle, ne pouvait qu'avoir raison. Il n'y avait pas de remède miracle, et ce médecin qu'elle qualifia de babacool ne faisait que donner de faux espoirs aux gens. Niels avait dit qu'il ne s'agissait pas de donner de faux espoirs, que le prof n'avait pas parlé de médicaments miracles, mais d'un traitement qui faisait baisser la charge virale et évitait aux gens de se retrouver à l'hôpital et de crever. Ariane mettait l'agressivité de son fils sur le compte d'une fin 2019 difficile. Sympathisant du mouvement des Gilets jaunes, bien sûr, comment aurait-il pu en être autrement? Et gare à elle si elle faisait remarquer qu'il y avait parmi eux des extrémistes et des antisémites. Niels avait aussi manifesté contre la réforme des retraites. Ariane n'était pas d'accord avec ce projet, mais fataliste, elle pensait que, si la loi devait passer, elle passerait.
Cependant, elle comprenait que Niels défende ses idéaux et en était fière, même si elle ne l'avouait pas. 2 mois de grève contre cette fameuse réforme, janvier, février, et puis mars avait marqué un point final à la mobilisation. Le confinement, déclaré le 16 mars 2020, était tombé comme un couperet affûté. De qui Niels tenait-il ce côté révolutionnaire? D'où lui venait cet esprit de contestation? Pas d'elle en tout cas, ni de son père, qui brillait par sa neutralité. De sa grand-mère paternelle peut-être, qui, de la Martinique, échangeait avec Niels. Là-bas, le positionnement global était complotiste et contestataire. Et Niels disait souvent qu'il n'était pas du bon côté de l'Atlantique. Il s'était mis à appeler Ariane l'endormie avec une majuscule et à se dénommer l'éveillé avec une majuscule également, car ceux qui, comme lui, voyaient clair dans la folie gouvernementale étaient des éveillés. On aurait dit qu'il faisait partie d'une tribu, ou pire, d'une secte. Elle avait cherché sur Internet comment lui venir en aide, si c'était le cas. Elle était tombée sur un site officiel, celui de la Mivilude, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Elle y trouva des conseils judicieux quant aux signes auxquels il fallait être attentif, car ils témoignaient de l'emprise exercée par une organisation sur un proche. Si peu collait au comportement de Niels, il y en avait bel et bien qui lui allaient comme un gant. Perte d'esprit critique, ça oui, c'était évident. Discours antisocial ou antidémocratique. Oui, puisqu'il ne cessait de répéter que la France n'était plus une démocratie, mais une autocratie, mot qu'elle avait dû aller chercher dans le dictionnaire. En gros, il considérait que la France était maintenant une dictature, critique des institutions de la République. Effectivement, il prétendait que les institutions ne jouaient plus leur rôle de garde-fou face à un président monarque tout-puissant. Sûr que si elle lui racontait qu'elle avait dans la même soirée pris une prune pour non-présentation d'attestation de circulation, bu un café chez une parfaite étrangère démasquée et visiblement complotiste, elle allait remonter dans son estime. Il se dirait qu'il était possible de la faire basculer du bon côté de la force. Il l'appellerait même peut-être sa vieille padawan. Était-elle prête à endurer une telle épreuve ? Et voilà les amis, c'est fini. C'était donc le chapitre 8 des comploteuses, si je dis pas de bêtises. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a interpellé, j'espère que ça vous a donné envie de connaître la suite. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai déjà dit, à aller sur la plateforme Amazon ou la plateforme Kobo en fonction de la liseuse que vous possédez. Et puis de découvrir mon roman, de le partager, de le lire, de le commenter, de laisser des étoiles pour qu'il soit plus visible sur la plateforme, d'en parler aussi autour de vous, hein, si ça vous a plu, si le sujet vous parle, si le sujet vous interpelle. Je vous remercie, je vous souhaite une super journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental, vibrez haut, répandez votre lumière et on se retrouve... je pense plutôt lundi pour la suite. Bisous, bye bye.